Merci d'être là, merci d'écouter, merci de lire Mébius, merci aux autoristes formidables qu'ont réunis Stéphanie Roussel et Nicolas Dawson. C'est un numéro d'une grande richesse qui nous est offert sous cette couverture d'Awa Banmana. Richesse qu'ont rendu possible l'équipe de production, Véronique Desjardins, Julie Loncin, Hugues Sken et Marc-André Cholette-Héroux. Merci à Sayaka, Arani Vayanez et Pablo Perugorian d'accompagner cette seconde naissance virtuelle. Je nous souhaite, pour vivre malgré les crises, comme Kamala Macrel dans un de ses poèmes du numéro 168-169, de contempler la croisière du soleil et de lécher les ruisseaux d'épices qui dégoulinent sur la pente de nos poignets. Bon lancement, que ça vous donne envie d'écrire, de nous écrire et de lire. Bonjour. Point de suspension. Bienvenue au lancement virtuel de Mobius. Point de suspension. Nous sommes en pandémie, mais il faut se donner des airs de normalité. Point de suspension. Il faut continuer comme avant, par d'autres moyens, par tous les moyens. Point de suspension. Il faut faire des lancements. Point de suspension. Il faut écrire, lire, publier. Ne surtout pas s'arrêter. Point de suspension. Vous êtes donc au lancement de Mobius. Point de suspension. On m'a demandé de vous accueillir. Je m'exécute. Je n'ai pas mon mot à dire. Bienvenue à vous. Allô, ça va? Point de suspension. J'aimerais qu'il y ait des toilettes virtuelles où me sauver. Il n'y en a pas. Je parle à un écran de toute manière, ou un écran parle à ma place. Vous m'entendez même si vous ne me voyez pas, même si ce n'est pas ma voix. C'est Stéphanie. Allô, je suis là pour vous accueillir. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, malgré la fatigue, malgré la pandémie, malgré les crises. Je remplis mon mandat. Je suis présente. Je me donne en spectacle. J'éloigne les crises. Ah, en oubliez-vous la douleur et l'absence? Les arts sont censés nous sauver de tout. Reprenez votre souffle, prenez votre mal en patience, ressentez la beauté des textes. Merci d'être là. Merci de faire semblant avec moi que tout va bien. Que tout va au mieux, que la littérature ne meurt pas d'une crise ou de 1000 crises, qu'elle s'en nourrit, qu'elle en dit quelque chose. Point de suspension. Je suis fatigué. Êtes-vous fatigué? Les artistes deviennent des raisins secs. Ils se déversent, et il n'en restera bientôt aucun cri. Nous sommes pourtant inventifs. Nous gentrifions les quartiers de toutes les villes depuis des décennies. Nous avons l'habitude de transformer les ruines en miracles, puis d'être chassés par celles qui sauront faire fructifier nos miracles. Aujourd'hui, il me semble, ce sont nos vies elles-mêmes que nous sommes en train de gentrifier. Nous faisons de belles et grandes choses avec les crises. Nous faisons des crises notre temporalité. Nous devons être là. Nous devons créer. Nous devons prouver que la vie sans art est impossible et que nos existences sont justifiées, nécessaires. Alors, nous sommes inventifs. Nous nous réinventons. Malgré l'épuisement et les crises, vous entendez nos voix. Nous ne mourrons pas en silence. Mais nous nous chassons de nos propres vies, sans rouspéter. C'est ce qu'il faut faire. Écrire, lire, publier, prendre part à des lancements. Je n'ai pas envie d'être ici. Je ne sais pas quoi vous dire. Cette fête est un peu indécente. Je sais. Je suis de mauvais accueil. Je devrais féliciter tout le monde, lancer des confettis, faire retentir un orchestre. C'est vrai. Les textes sont incroyables. Ce numéro est incroyable. Point de suspension. Je suis fatigué. Êtes-vous fatigué? Je suis dans mon lit. Je fixe le vide. Ma tête se dissipe dans un brouillard épais.
C'est un lieu commun. Ma fatigue est un lieu commun. Elle n'a rien d'original. Je voudrais qu'on ne me demande rien, mais la littérature doit s'offrir en spectacle ou disparaître, et personne, pas même moi, ne veut disparaître. Je résiste. Il faut survivre, et oublier qu'après la fête nous serons sans doute chassés. Sourire. Persister. Se réinventer. Je suis un petit raisin desséché. Je suis fatigué. Point de suspension. Êtes-vous fatigué? Point de suspension. On m'a dit que je devrais aller admirer le soleil au parc. Magnifique. Il fait beau dehors. Sourire. Persister. Se réinventer. Point de suspension. Point de suspension. Point de suspension. Point de suspension. Bon lancement. Point de suspension. Rencontrer Christiane. Lorsque j'ai demandé à Christiane si je pouvais écrire sur elle, elle a répondu oui. J'étais soulagée. Je me trouvais dans mon bureau, à l'hôpital. Il était 19h36. Les feuilles d'automne frappaient la vitre de mon bureau comme des colibris. Cela faisait des mois que nous ne nous étions plus vus. Nous devions souper ensemble, mais la rencontre avait été annulée à cause de la pandémie. Nous étions restées chacune dans nos corps. Nous avons pris des nouvelles l'une de l'autre. Je lui ai parlé de mon fils, de mon zona. Ma mère aussi a fait un zona. Elle prenait de la morphine pour la douleur et elle en est morte. Tu ne prends pas de morphine? Non, bien sûr. Je déteste les médicaments. Elle était restée chez elle tout l'été, rencontrait les patientes à distance à travers des écrans. Cela lui plaisait. Je travaille sur ma table à manger. Une chaise pour le bureau, une chaise pour les repas. C'est super. J'étais sceptique. Elle renchérit. Tu me connais, je suis bien seule. Je suis enfant unique, j'aime beaucoup ma propre compagnie. C'est vrai qu'elle n'était pas ennuyante, mais ça ne te manque pas un peu, voir des gens? Non. Elle ajouta, comme pour se dédouaner, je voulais vous inviter cet été, il y a des limites au confinement, et j'ai encore un camion à ton fils. Elle ne m'avait pas invitée, je ne lui en tenais pas rigueur. Je la comprenais. Bientôt 75 ans, seule dans une maison jussée sur une île comme un héron, à regarder les lys pousser, les heures filer, ne rien demander aux autres. Nous avons jasé de ses fils. Elle me raconta qu'elle avait commencé à leur verser leur héritage de son vivant. Je sentais qu'elle cherchait à racheter sa culpabilité, mais je n'en dis mot. J'aimais Christiane. Je me suis rendu compte que si je vis jusqu'à 90 ans, ils auront 70 ans. Qu'est-ce qu'ils feront de mon argent à cet âge? L'enterrer? Je dis qu'elle avait raison, que de toute façon, elle gagnait trop d'argent. Oui, il faut distribuer. On aborda un peu la psychiatrie, pas trop, sachant que nous en parlerions ensemble encore longtemps et que nous en avions tant parlé, car c'était ce qui nous liait, cela, et cet amour que je portais à cette femme qui aurait pu être ma grand-mère et ne l'était pas. À cette femme qui avait soigné des dizaines de milliers de patientes, surtout des femmes, et qui résumait son existence ainsi. Ma vie, c'est les borderline. Je lui détaillai mon projet, mon désir d'explorer une nouvelle forme dans mon écriture, de mener des entretiens. Une chance que je suis assise. Elle consentit à ma proposition. Dans le fond, c'est un prétexte? Oui et non. Je ne précisai pas ma pensée. Comment lui dire que je souhaitais écrire sur quelqu'un que j'aime, que je l'avais choisi pour cette raison. Il me restait un sujet délicat à aborder, sa fin. Elle comprit tout de suite le sens de mes propos et répondit avant même que je n'eusse posé la question. Évidemment, tu peux tout publier si je suis morte. Comment ai-je pu penser qu'elle refuserait, elle qui ne distinguait aucunement la vie de la mort, pour qui ces deux moments étaient presque la même chose? L'accord était scellé. Mon bureau s'agrandit, devint l'édifice. Mon regard se posa sur le seul diplôme qui ornait les murs, celui qu'une patiente m'avait remis, sur lequel était inscrit en lettres dorées « Certificat d'excellence » et sa signature au bas, hésitante à cause des tremblements induits par le lithium. Cette patiente était tombée amoureuse de Christiane. Nous l'avions en commun. Elle nous avait marqués. Quand elle évoquait Christiane, elle rêvait d'une mère capable de la guérir. Elle s'était suicidée, et ni Christiane ni moi ne l'avions rescapée du noir.
Ce soir, je la sauvais de la disparition, et ce diplôme acheté au Dollarama résumait mon projet, ne pas oublier. Je me recentrai sur la voix de Christiane, qui interrompit mes réflexions, le diplôme, la patiente, mon excellence et son suicide. Une dernière chose, ma belle. J'accepte, mais à une condition. Je devins un peu nerveuse. Est-ce qu'elle voudrait tout réviser avant publication? Laquelle? Il faut que tu t'amuses. Ma peau désorbitée reste de l'autre côté du miroir. Il n'y a plus de sang. Artères et veines sillonnent immobiles. Ma carcasse découle. La rue lâche un cri de sirène aphasique. À mon cou, la marque de tes doigts, celle d'une corde. Tes doigts cordes tressent l'angoisse. La mort est un grand mot. Je n'habite plus mon quotidien, ni ma chair, ni le langage. Marcher sans me souvenir des pas, des gestes, les voitures qui tournent trop près. Rien ne s'imprime. Je me fabrique des fantômes où engloutir mes fugues. Le son plat de l'eau sur la fibre de verre. Les mouches ont pondu leurs larves au moelleux de la boursouflure des chairs. Je me regarde de haut. Il n'y a plus de place en moi pour ressentir. Les yeux blêmes, j'essaie d'effacer les suicides que ma tête rejoue. Les encoches à mes bras racontent des mensonges. Des cailloux plein les poches, je respire sous l'eau. J'exécute les tâches ménagères, les repas, la vaisselle. Je veille, je vaque. L'enfant paisible se love dans mon ombre. On me demande si j'ai un plan pour mourir. Répondre est un aveu de vie impossible. Ce que je vois n'est pas réel, ni les marques ni les morts. Ma psychose se berce à la racine des pissenlits sur une mélodie d'outre-là. Je me répète que j'ai fini de partir. Des akènes plein la bouche, des parachutes au bout des doigts. Ils sont 4. Ils marchent de long en large devant la fenêtre de la classe de ma mère. Je ne sais pas quel langage informatique elle enseigne, quel concept mathématique elle explique. Je sais que sa classe ne se concentre pas sur le langage informatique ou le concept mathématique. Je le sais parce que c'est évident. Ma classe ne se concentre pas quand un écureuil passe devant la fenêtre. Moi non plus. 4 hommes barbus qui marchent d'un pas décidé, de long en large, devant la fenêtre d'une classe, c'est beaucoup plus gros qu'un écureuil. Ils sont 4, ils portent un cercueil vide et ils marchent de long en large devant la fenêtre de la classe de ma mère. Elle dit d'un ton glacial « On continue le cours ». Je ne sais pas comment elle aurait réagi à un écureuil. Aux collègues qui me demandent si je suis arrivée par le même container que ma collègue haïtienne, je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais méprisé les noyés, jamais méprisé les survivants de bateaux de papier. Je sais que la Méditerranée est le plus grand tombeau du monde, que les vagues ensevelissent, rejettent des enfants comme des algues sur les plages. Depuis longtemps, je n'ai plus peur des méduses. Dans la famille des insultes qui n'en sont pas, je veux bien prendre woke et mutabarija. Je veux bien prendre arriver par container avec une fille de Dessalines. Dans l'avion qui m'a amenée ici, j'ai eu des crayons de cire, des dessins à colorier, pas de terreur de la noyade. Je n'en ai jamais tiré aucun mérite. C'est une amie qui parle de décapitation sur les réseaux sociaux, qui s'interroge, qui se demande l'égorgement, la plainte académique. Est-ce que les étudiants, en voyant, n'est-ce pas, est-ce que les étudiants d'histoire de l'art ne se sentent pas... Je ne peux pas lui écrire, je l'appelle.
Je l'entends décrocher, je commence la liste de ce que la décapitation n'est pas. Je lui raconte la zlébia, le quartier, les embaumeurs, tête recousue avant que les familles. J'essaie de lui raconter, elle raccroche. Elle raccroche et je ris. La liberté, c'est bien. Je parle à la tonalité, je n'ai jamais rencontré de son plus bienveillant que la tonalité, que les notes longues et lancinantes du téléphone éteint. Mon ami n'a jamais eu peur de la décapitation, n'a jamais donné un cours pendant la promenade d'un cercueil, ne s'est jamais réveillé pour vérifier les serrures, portes blindées, fenêtres barodées. À la tonalité, je raconte la banalité de l'horreur, la quotidienneté. Je raconte les 3 heures que j'ai passées adulte enfermée dans la salle de bain sans téléphone parce que j'étais toute seule, j'avais entendu un bruit dans la maison, un tuyau, sûrement, probablement pas un égorgeur. À la tonalité, je raconte tout ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait mieux écouté que cette tonalité, sans avoir eu peur aussi des couteaux, des machettes, des milices. Nous n'avons pas, je sais, le monopole de la terreur. Les hommes guillotines ne m'appartiennent pas, mais je ne les partage qu'avec ces autres, qui s'enferment dans les salles de bain quand la tuyauterie fait des sionnes. Ils l'appelaient Mutaberija, les autres lycéens, celles qui s'exhibent, celle qui se maquille, par contiguïté devenue celle qui montre ses cheveux, celle qui parle trop fort, celle qui regarde passer les cercueils et continue son cours. Cette obsession indue pour nos cheveux, partout de nous, on régulera bientôt les élastiques. Ils l'appelaient Mutaberija, ceux qui l'ont tuée à la sortie du lycée. Elle s'appelait Katia. Nous portons toutes le nom d'une morte. Depuis le 12 mars, mon corps est un rituel qui se récite à la fenêtre de ma cuisine. Assise en lotus, dans le clair obscur, je contemple la croisière du soleil. Je tiens une tasse dans la chaleur de mes paumes. Parmi de petites gorgées de verveine et un chagrin de mélasse, j'observe l'encre de l'aube et rayer la robe en velours de la nuit. La lueur sillonne le versant de mes paupières. À la tombée du jour, des vergetures oranges ensemencent la peau huilée du couchant. Je mange du riz, du dalle, des achars de bilimbi dans un petit bol en bois d'acacia. Je lèche les ruisseaux d'épices qui dégoulinent sur les pentes de mes poignets. Somnambule, je vis dans les aurores et les crépuscules. Pèlerine, à genoux sous les arches liminales, j'étire le linceul du sommet et de l'abîme, afin d'y trouver vérité, récit, leçon, foi. Corps après corps, rituel après rituel, 9 pleines lunes passent dans le ventre de l'histoire. Avec chaque lune qui éclot, j'étends un cercle de taffeta, boue épaisse et soyeuse sous les semelles du territoire. Je déverse des cascades, pluies de pétales de rose dans une jatte en argent. Je broie des hibiscus séchés, des rhizomes de curcuma, des drupes de camphrier. Je brûle de l'encens au pied de ma porte, sous la crinière de mon lit.
Je sculpte les montagnes en sel. Je peins des rivières de miel. Je taille des glaciers en ombre. Je crée un autel avec mes deuils. Pour mes deuils, je les baigne dans la lueur savante de la lune enceinte. Empli d'humilité, j'esquisse l'océan. Je caresse les reliefs de la voie lactée à la recherche des fautes du passé. J'invoque les voix rauques des femmes ancestrales, dont le cœur sanglote sous des îlots de rage. Elles me racontent la douleur, elles me racontent la sagesse, elles me racontent l'amour, elles me racontent la mort, elles me racontent la renaissance qui suit chaque mort. Elles m'offrent leur savoir, tels des grains de grenade répandus sur la surface nacrée d'un autel de sacrifice. Elles me guident au travers de l'obscurité, jusqu'à ce que je m'abandonne aux marées qui déferlent sur les falaises des corps passés et présents. Je sonne des cloches dans les bras des vents, invoquant nord, ouest, est, sud, haleine des carillons, déloge le mauvais œil, je frotte du sel entre mes omoplates, mon armure des fruits confits. Je tisse un cercle sacré où poser ma peau, où poser ma chair à l'affût des flocons limpides qui glissent sur la moelle tendre de mon intuition. J'accueille l'écume de la sagesse qui coule dans les plis ciselés de mon visage. Je plonge 2 doigts dans un étang de miel afin de goûter au fredon sucré du pardon. J'embrasse la brume dorée avec mes lèvres tièdes. Des vagues fauves ondulent sous les ogives de mon palais purgeant. Langue, sensation, esprit, impression, manquerait. Souffle après souffle, réveil après réveil, le noyau de mon cœur se fend, donne vie à un nouveau monde. Une lueur prend racine entre mes côtes, j'erre vers l'océan pour laver ma mue avec de l'eau salée, avant de l'ensevelir sous le sable tiède du littoral bercé par les chants, des vents, des vagues qui proclament la compassion pour soi, pour autrui, le pardon pour soi, pour autrui, l'amour pour soi, pour autrui, en quête de guérison, de cérémonie, foi. Ma gorge est une grotte ancestrale qui fait écho à des prières venues de loin. Mon torse est une forêt, héberge la tristesse des pluies. Mes chants exudent des larmes sur l'urne de nos plaies. Mes cicatrices tracent un cours d'eau qui recouvre le territoire de compassion pour soi, pour autrui, de pardon pour soi, pour autrui, d'amour pour soi, pour autrui. Salle de triage. Tu viens de la laver, hein? Il est pas sèche. Il est-tu sèche le lit? Pas pire. Il est sec ou il est pas sec? Il est sec. On va faire le lit de bord, gang de paresseux. Viens, on va aller faire le lit. Je viens juste de désinfecter. Il est sèche. Il est artichasse. T'as-tu des oreillers? Je vais aller en chercher.
Artichesse. Je vais prendre son piquet qu'elle a sous elle. Là, madame, je vais vous tasser. Elle est en surveillance constante. Surveillance constante? C'est qui sa surveillance? Moi. Ah, t'es avec? Ah, ok. Je pensais que tu travaillais à l'urgence, toi, ta barouette. Ben oui, mais je suis à l'urgence, là. Surveillance. Ok. Elle a tombé. C'est une fracture de hanche. Voilà. C'est la mode, hey. Elle n'est pas la seule. Les draps de la duchesse sont-elles sèches ou artichesses? As-tu une planche? Bonjour. On y va, madame Duchesse. Duchesse, c'est sûr que là, on va vous mobiliser en bloc, ok? Ça va faire mal un petit peu. C'est à moi, ça. On peut le mettre sur la table. Faudrait mettre les breaks. Descends ton lit un peu. Oups, non, non, ramène ça 2 secondes. Oui, mais attention, elle a la hanche cassée. Ah, ok. Non, descends. Voilà. Ok, madame, c'est la droite, hein? Bon, madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous tourner en bloc vers nous. On va vous tourner, madame Richard. On va mettre une planche en dessous. Avec la planche, on va vous transférer dans le lit. Ok? On va vous nettoyer ça. Tournez avec nous. 1, 2. Non, non, retenez-vous pas. Forcez pas, madame. La tête est haute. Ben, monte le lit un peu. Tiens, madame. On y va. 1, 2, 3. Wouh. Ah ben voilà. C'est pas mal, hein? Ça fait plus peur que mal, hein? Levez la tête. Circulation. J'ai l'impression que le camion qui s'est installé en période de pointe, curieusement, a terminé ce qu'il avait à faire. Je vois du volume un peu plus marqué sur des draveurs jusqu'à la Gap et à la véranderie, ça reprend du mieux à cet endroit. Sur des allumettières entre la 50 et le carrefour giratoire Saint-Joseph, et même de Montigny, un peu plus dense. On n'aurait pas terminé de dégager la collision survenue plus tôt sur Grébert, mi-chemin entre Dubarry et la rue d'Orléans. Il y avait des débris sur la chaussée. À moins que ce soit tout dégagé déjà. Boîte. Désinfecter mes mains, tes mains, doubler mon masque, vérifier l'étanchéité du tien, faire attention que l'enfant ne te crache pas dessus, mesurer la distance entre les corps, ne pas prendre de risques, évaluer à la baisse, reculer, désinfecter, ouvrir les fenêtres. J'ai peur que tu meurs. Tu m'as fabriqué une petite boîte en cèdre pour Noël. Quand j'ouvre le paquet, je ne vois plus rien, mes yeux se brouillent à la caresser du bout de mes doigts. Je sais que la boîte est belle, mais le format me bouleverse, me rappelle celui du volume des cendres d'un corps humain. Je pense à Gourou qui avait fabriqué son urne lui-même, juste un peu trop petite. Le couvercle de la boîte ne se refermait pas complètement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rebecca Deraspe et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de mon texte. Voici pourquoi je choisis de partir, que j'ai écrit pour le magnifique numéro de Moebius. Et voilà, c'est parti. Un mariage. L'amie de la mariée s'apprête à faire un discours. Elle tape sur un verre avec une fourchette. Bon, c'est à mon tour. My turn, turn, turn. Ting, 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 pis tout. La fourchette sur le verre. Salut tout le monde. L'amour is in the place. Nadège puis Olivier, forever, plus un jour dans un cœur sur une tasse, pour qu'on puisse nous aussi boire à la source de leur amour. C'est un très très chouette cadeau, la tasse. Merci. Je vais très 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 certainement la mettre dans mon armoire, derrière d'autres tasses, ou derrière les casseroles. Oh, vous êtes beaux, vous êtes vraiment vraiment beaux. C'est ça, vous êtes... Wow! J'espère que vous allez prendre soin de vous, hein? Votre rôle, c'est de vous aimer, les amis. De vous aimer avec tout ce qui se fait de tendre, de... Ah, attendez, j'ai écrit des affaires quand même, là. Il sort un papier de sa sacoche. Mais je vais vous le lire juste quand tu vas me rembourser le 900$ que tu me dois, Nadège. C'est une joke. C'est une joke.
Je sais bien que tu me le rembourseras pas. C'est comme la fois où tu m'as promis que t'allais venir m'aider à déménager, puis que finalement, t'as eu un imprévu qui s'appelait David puis qui avait pas de capote entre des boîtes puis des condylomes. Toi, t'as choisi les condylomes. Santé tout le monde! Santé, santé! Ah, ta robe est tellement belle, mon ami. Les gens qui ont été exploités pour la faire doivent être super contents pour toi. Puis toi, Olivier, wow! C'était une très bonne idée, le thème dépression d'automne pour ton mariage. Vous êtes magnifique, 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 magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. OK. J'arrête de parler puis je lis mon petit papier. Chers Nadège et Olivier, vous êtes de ceux qui donnent espoir. Je veux... Pardon. Je veux pas trop m'éloigner de ce que j'ai préparé, mais j'ai quand même un commentaire sur mon choix de mots. J'étais sur la MD quand j'ai écrit ça, voyons. Un enfant qui prend la défense d'un enfant qui se fait intimider dans la cour d'école, ça donne espoir. Un agresseur qui se fait pas acquitter, un discours raciste qui se fait démolir par un mononcle qui, avant, comprenait rien, une fleur qui pousse dans un tas de merde. Ça donne espoir. Mais Nadège puis Olivier qui se paye un mariage de luxe, ça donne pas vraiment espoir. Ça donne jalousie. OK. Chers Nadège et Olivier, vous êtes de ceux qui donnent jalousie. Et puis c'est pour ça que je vais boire une grande gorgée de vin avant de continuer. Elle prend une gorgée de vin. Quand j'étais enfant, mes parents se chicanaient beaucoup. Eh oui, mais l'expression violence conjugale était pas tant à la mode, par contre. À l'époque, on utilisait plutôt genre gros caractère, ouais, ça a pas l'air facile dans cette famille-là, ou le linge sale de la famille, passe-moi le beurre, tu sais. Mais moi, du haut de mes 8 ans, j'utilisais les mots « ça va aller », puis je les répétais en boucle dans ma tête. Ouais. Crise de petite chienne de tabarnak! Ça va aller. Je vais te coller la tête dans le mur. Ça va aller. Calme tes crises de nerfs aussi, sinon je crisse mon hostie de camp et tu m'en reverras plus la face. Ça va aller. Puis quand les mots ça va aller allaient pas, je bouchais mes oreilles puis je chantais. J'entendais moins tous les mots que mon père garochait à ma mère par la tête puis vice-versa. Ils étaient super égalitaires dans leur violence. Un féminisme comme un autre, j'imagine. Bref, pardon. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai changé de truc. Vino is the new, je me bouche les oreilles. Mais à cette heure, c'est plus mon père puis ma mère qui crient, c'est moi, toute seule, dans mon oreiller intérieur. Wouhou, santé! Elle prend une grande gorgée de vin. Oh! Coucou Marcus! Oh, c'est moi! Ben oui, c'est moi, ma tante Mumu! Coucou mon Marcus! Santé, puis bonne chance avec ça, là, la fin du monde, hein? Bisous soufflés! Là, vous autres, c'est en chuchotant qu'on menace de se crisser là si vous avez des enfants. C'est-tu clair? Bon, ok, là, j'ai fini mon laïus. Je ne suis pas ici pour scraper la plus belle soirée de votre vie. En même temps, si c'est ça la plus belle soirée de votre vie, j'ai beaucoup d'empathie pour le mot vivre qui doit pas se sentir si vivant que ça avec vous autres. Chers Nadège et Olivier, vous êtes de ceux qui donnent envie de crier « Pourquoi toujours les mêmes, tabarnak? » Et de l'espoir, on en a besoin. Pour la suite de votre belle histoire d'amour, je vous souhaite de la bienveillance, de la réciprocité, de l'écoute, du respect, du respect. C'est intéressant ça, Charles, hein? Charles, c'est à toi que je parle. Du respect. En fait, non, c'est pas vraiment du respect que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est que chacune de vos relations sexuelles soient consentantes. Hein, Charles? C'est un souhait qui se peut, ça? Tu réponds pas, Charles? Amour, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pas envie que je raconte à tout le monde que des fois tu me pénètres sans que je sois d'accord?
on entend faiblement Charles lui demander d'arrêter. « Ah, je vais continuer pareil parce que j'ai envie. Puis moi aussi, quand j'ai envie, je suis pas capable de m'arrêter. Hein? Un coup parti, je fonce, puis j'arrête quand c'est fini, pas avant. Il y a une question qui m'empêche de dormir dernièrement, qui m'empêche de répondre à mes courriels, qui m'empêche de mettre du lait dans mon café, qui m'empêche de te regarder dans les yeux, qui m'empêche même de prendre un bain. De voir mon corps flotter dans l'eau, ça me donne envie de le déchirer, de le fendre avec mes ongles, de l'abattre avec mes doigts, puis je m'en calisse que ça fasse un fret. Ça fait 261 jours que moi j'ai fret. Je t'aime, Charles. C'est exactement ça le pire. Pourquoi la personne qui est capable de me faire l'amour en me regardant dans les yeux est aussi capable de me violer? Merci. Cher Dali, j'ai relu dernièrement l'un de tes articles. Le titre est beau, Le corps morcelé de la réaction globale. L'écriture en est savante, mais comme toujours, c'est plus fort que toi. Il est traversé par le lyrisme. Comme si la littérature scientifique ne suffisait pas, que forcément tu devais te laisser happer par la poésie pour dire plus, pour dire mieux. Quelque chose par-delà le langage. Mais tu es sérieuse, tu restes la chercheuse, la prof, celle qui dirige des thèses, qui est invitée partout, dans tes colloques. Tu cites, tu mets des notes de bas de page, tu fais bien tout ce qu'il faut pour rester dans les clous. Juste assez en vrai, pour ne pas être inquiétée. Tu avances masquée. Or, quelque chose dans ton écriture s'échappe de lui-même. Il y a des lignes de faille dans tous les sens, une pleine liberté dans les blancs et les noirs. Après tout, enseigner l'anarchie à l'université, voilà un programme, un vrai. Moi, j'admire ça. Ton élégante rébellion dans le milieu si conservateur qui est le tien. Dans cet article, donc, tu expliques qu'une commune est en train de naître, et que pour construire cette commune, il faut accepter de perdre, d'envisager une perte. Tu cites Lacan, désirer c'est d'abord accepter de se délester de quelque chose. Ce n'est pas facile de se défaire, mais si l'on y consent, quelque chose pourrait se préparer. Toi, tu y crois, tu l'affirmes avec enthousiasme, une commune s'annonce. Et pour que cette commune sorte de l'imaginaire et prenne forme, dis-tu, il faut accepter de perdre, c'est-à-dire commencer à faire nos adieux au monde ancien, celui que nous connaissons. Nous sommes les enfants du capitalisme libéral. Les choses qui nous entourent semblent aller de soi. Vivre entouré de choses est devenu si naturel que nous ne les voyons plus. Nous ne les voyons plus, mais à la différence d'avant, il y a désormais beaucoup de morts pour dire ce que cette accumulation engage. Voici ta démonstration. La majorité refuse le deuil du monde ancien. Et cela se traduit, c'est mécanique, par la montée mondiale de la réaction. Pour parvenir à la commune, il faudrait qu'une majorité mondiale accepte l'obsolescence de la forme de vie occidentale et que pour une fois cela ne se fasse pas dans la guerre, mais de manière à produire une forme de connaissance de soi qui ne soit pas une modalité de destruction de l'autre. J'adorerais te croire, mais je suis résolue. L'idée d'une fin du monde collective ne me fait plus peur. Un éditeur anarchiste que je connais m'a expliqué toute une soirée durant qu'il n'y a rien d'autre après, qu'on était arrivé dans l'impasse de l'imaginaire. Je ne sais pas d'où vient ta foi dans les choses, mais peut-être m'aideras-tu demain et les autres jours à rêver encore. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à la fac. Une doctorante, apprenant que j'ai grandi à Ottawa, elle faisait sa thèse sur Sarah Kaufman, c'est suffisamment rare pour que je m'en souvienne, me dit qu'elle a étudié avec toi et que si j'ai le temps un jour, je pourrais aller te voir. Je ne comprenais pas tellement par quel hasard extraordinaire nos chemins arriveraient à se croiser. Quelques mois plus tard, je retourne à Ottawa après 20 ans d'absence. Je revois les traces de mon enfance, c'est un voyage solitaire et blablabla. Je ne suis pas revenue à Ottawa pour mes petits souvenirs souffreteux, mais pour écrire un roman sur le féminicide autochtone. L'une de tes anciennes élèves donne un séminaire sur le sujet. À la fin du cours, je me présente, nous discutons, et elle me parle spontanément de toi, suggérant elle aussi que nous devrions nous rencontrer. Je dis ok, même si je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Quelques jours plus tard, on a rendez-vous dans un café, la discussion prend forme et au bout d'une heure, on se rend bien compte qu'elle n'est pas terminée et qu'il faut la poursuivre. Quand je vois ta maison pour la première fois, cachée dans les bois, je me demande si je ne suis pas face à cette utopie, celle qui échappe apparemment à l'éditeur anarchiste. Cela existe. Voici ce que je vois. Avec la femme fée, vous cultivez la terre, vous coupez les arbres, vous nourrissez les poules, vous conduisez les tracteurs. Vous connaissez les plantes, les chemins et la provenance des sources. Vous retirez les souches, vous cuisinez les fruits de votre labeur, vous vous soignez avec des plantes. Vous n'achetez rien, vous produisez tout à partir de votre propre corps machine.
Ce jardin, le vôtre, est un concentré du monde avec sa violence et sa douceur. Vous vivez à l'écart sans vous être coupé de la société. Non, vous avez eu l'intelligence et la curiosité d'unir vos forces à celles de votre entourage. À la campagne, en hiver, il faut qu'on soit nombreux pour déloger un tronc d'arbre sur la route, me dis-tu. Je suis retournée vous voir ensuite, l'hiver et l'été, dans un été où j'étais particulièrement brisée. Il y a eu une soirée où vous aviez invité des amis. On a fait un feu près du wigwam et on a mangé des petits fruits d'été et aussi du pain, du fromage et du vin. J'étais triste à mourir, mais quelque chose s'est mis à s'ouvrir à un moment dans la chaleur des flammes et des gens. Il y avait beaucoup d'étoiles, le moindre froissement dans les feuilles suggérait une vie sauvage et invisible. Le lendemain, nous sommes allés nous baigner dans un lac. La Seine avait l'odeur de mes plus heureuses journées d'enfance. La vase, l'eau, les feuilles moisies, c'était tellement doux. Quand je suis sortie, tu as fait ce geste étonnant comme on ne se connaissait pas très bien encore, je veux dire à ce point. Tu as posé ta paume sur mon plexus solaire et tu as dit « Tu es bien ». Le rituel avait eu lieu. Je t'ai donc connu par la voix, le corps et l'habitat avant de te connaître par les livres. Il faut dire que 7000 km nous séparent et que tes livres ne sont pas disponibles en France. Ma mère est allée les commander dans une librairie de Longueuil et j'ai fini par les lire des mois plus tard en allant rendre visite à mes parents. Dès que je t'ai lu, j'ai tout de suite compris que ta grammaire était parfaitement cohérente avec ta manière de vivre. Ta pensée et ta vie, ta façon de l'organiser, formaient un tout, sans hypocrisie, sans compromis avec l'argent ni le confort, sans faux discours, une vraie spinoziste. Avec Parler en Amérique, tu m'as rendu l'amour de ma langue et de ce fait, je te dois beaucoup. Retrouver l'amour de sa langue, c'est arrêter de se détruire, c'est arrêter d'avoir honte. La lecture de tes livres a eu le même effet que ta main posée sur moi. On dit parfois que la littérature peut sauver la vie. Moi, je sais que c'est vrai, que ce ne sont pas des paroles en l'air. En lisant un autre de tes livres, La généalogie du déracinement, j'ai compris pourquoi cela m'avait fait horreur de vivre dans les suburbs, non seulement pour des questions esthétiques, mais aussi pour des raisons existentielles. Horreur de vivre à l'ombre d'un tabou recouvert par le langage policier des institutions ottaviennes. Ma haine originelle se dissipait au fur et à mesure des pages. Le regard neuf est possible si la puissance morbide, la peur, est dételée du char du langage, écris-tu avec ta belle langue. Combien de fois ai-je pu mesurer dans ma chair la vérité de cette phrase ? Enfin, il y a Manger en Amérique. C'est un article court que tu as écrit avec Améliane Maillot. Vous évoquez un long voyage de l'Outaouais à la Côte-Nord, au cours duquel vous cherchez à manger sur votre territoire. Sauf que rapidement, malgré l'abondance du garde-manger de la nature qui vous entoure, vous êtes contrainte à vous arrêter dans les dépanneurs et les Saint-Hubert. Parfois le miracle arrive. Vous vous alimentez de manière sauvage, en cueillant des fruits, en pétrissant un pain bannique, en pêchant. Le texte déploie une cartographie extrêmement pointue de la géographie et des climats québécois et propose une photographie parlante de la dégradation du territoire. L'écriture est à la fois drôle, triste et sensuelle. Comme dans ta conférence appelée Marx indigène, tu en viens à poser la question la plus punk qui soit, pourquoi la nourriture est-elle payante ? Depuis, ce scandale me saute aux yeux 3 fois par jour. Comment en est-on arrivé à la marchandisation de ce qui est gratuit par essence ? J'ai cherché à Paris à me nourrir sans payer. Je suis allée au but de Chaumont avec des sécateurs pour couper des figues et des feuilles de figuier, mais j'avais tellement peur de me faire prendre que j'avais l'impression de dévaliser la place Vendôme. Manger gratuitement est devenu un crime. Il faut que je te le dise, c'est grâce à tes livres que j'ai pu achever le long processus de décolonisation qui a été le mien. Je ne savais pas encore ce que cela impliquait d'écrire, la paupérisation à un niveau que je ne pouvais imaginer. Je ne voyais que la perte, n'envisageant pas encore la dépossession comme une libération, quelque chose qui enfin me désentraverait. J'écrivais déjà, mais pas comme aujourd'hui. L'écriture n'était pas un absolu, ma nourriture même. Je ne fétichise pas la pauvreté, et par ailleurs, je ne suis pas assez respectueuse de l'Église pour faire des vœux en ce sens. Je ne vois aucune exaltation mystique à l'indigence, mais me déposséder m'a rendu libre. Je suis pauvre, mais je ne suis pas démunie. C'est la manière la plus luxueuse de vivre. Voici ce que j'ai découvert, hélas un peu tard. Avoir du temps est le bien le plus précieux. Manger des épluchures est un festin. Lire est un travail. Faire de la musique sans public est une fête. Toute activité prenante qui n'est pas rémunérée, qui occupe la totalité de l'être, transforme l'air. Le vrai travail est donc gratuit. J'ai constitué à partir de ces révélations un programme de décontamination du capitalisme, en espérant que cette commune trouvera des sympathisants. Voilà, je commence. Microphone check, 1, 2, 1, 2, what is this? Première partie, redevenir un animal. La lumière devient une étoffe, des points d'or.
Le mur moucheté reste longtemps l'objet de votre contemplation. Les heures, toutes les heures, deviennent profondes et studieuses. Gagner de l'argent n'a plus de sens. Vous découvrez que votre corps est un espace à vivre et non plus un lieu de contrainte. Commençons. Vous vous dépossédez de tout matériel électronique et téléphonique. Vous coupez votre abonnement à une compagnie de gaz ou d'électricité. Voilà, vous y êtes, dans la nuit silencieuse. Les chefs-d'œuvre vous traversent d'une manière inouïe. Deuxième partie, intérieur et extérieur. Un jour parfait. Apprendre une nouvelle langue, étudier sa leçon quotidienne, faire de la musique, chanter, écrire pendant plusieurs heures, se promener autour de la maison, lire, se coucher à 22 heures. Un jour parfait, à deux, converser longuement, oublier de manger, dormir d'un sommeil amoureux. Désormais, les hommes qui vous intéressent font circuler la jouissance dans la totalité de leur corps. Les femmes qui vous intéressent vous disputent de difficiles parties d'échecs. Nous nous reconnaîtrons dans le bruit du monde. L'idée de domination perd tout son intérêt. Par contre, l'égalité s'érotise, tout comme le communisme des gestes. Vous désirez l'intime variation des rapports de force. Dehors, des soldats hagards et bêtés circulent toujours dans les rues, les bras ballants, une arme en bandoulière. Le point de bascule a été atteint. Nous continuons à vivre en retenant notre souffle pour les enfants, pour la dignité, pour ne pas finir par prendre les armes nous-mêmes. Troisième partie, forêt. Bien entendu, vous avez peur. Rien ne vous protège. Vous entrevoyez la mort violente au-delà du roman. Entre-temps, vos désirs se déplacent. Vous vous initiez aux techniques agricoles, à la photosynthèse, à la composition des sols, aux formations géologiques. Des mots nouveaux glissent en vous comme des rivières au cœur des choses. Vous quittez la ville. Maintenant que tout est intime, vous devez vous inventer un nouvel aujourd'hui dans votre tanière. Vos besoins sont très simples. Chaleur, nourriture, amour. Ce tout à fait nouveau vous déroute. Une main devant les yeux, une autre à tâtons, vous touchez votre nouvelle vie. Vous êtes dedans, dans la brûlure. Les mois passent ainsi dans une joie scandaleuse. Vous continuez à vous instruire. Voici les feuilles, la terre, les outils, le calendrier, la lune et le vent. Vous êtes stupéfaite par le nombre de choses que vous ignoriez, par la quantité de goûts et d'odeurs qui vous étaient étrangers. Votre vision s'aiguise, des poils poussent sur votre peau. Quatrième partie, maladie. Vos journées ressemblent pourtant à celles de votre ancienne vie. Vous aimez et vous travaillez, mais cette fois, vous aimez travailler. Aimer et travailler, c'est pareil, c'est le même geste. Entre-temps, des muscles sont apparus, vous avez mal au dos, vous découvrez que vous avez un corps. Vous vivez des deuils. Cela arrive. La maladie unit les êtres en les désunissant. Vous restez consciente. C'est le début d'une autre vie, à l'école du risque. Vous continuez de vous déposséder jour après jour. Vous commencez à communiquer entre espèces. Vous reconnaissez désormais les cris d'alarme des oiseaux, des coyotes, des grenouilles. Et quand vous ne posséderez plus rien du tout, il vous restera ceci, la langue avec son secret, ce qui se cache derrière la voix, comme une musique ancienne, oubliée, qui ressurgit. Comme la poésie qui serpente dans tes articles, Dali, et qui veut dire ce qui est à l'arrière de la pensée. À la question « Pourquoi continuer ?», j'ai enfin une réponse qui me maintient en vie. Je t'embrasse, Marie-Ève. Je me suis demandé pendant quelque temps si j'allais amorcer ces mémoires par le commencement ou par la fin, c'est-à-dire en parlant d'abord de ma naissance ou de ma mort. L'usage courant est de commencer par la naissance, mais deux considérations m'ont fait adopter une autre méthode. La première, c'est que je ne suis pas à proprement parler une autrice défunte, mais une défunte autrice pour qui la tombe a été un autre berceau. La seconde, c'est que j'ai pensé que cet écrit en serait ainsi plus original et plus galant. C'est le dernier samedi du mois de juillet 2020 que je suis décédée, à 14h18 à l'hôpital Ronaldo Gasol, quartier d'Acari, ville de Rio de Janeiro. J'avais 32 ans. J'étais la victime numéro 1544 de la COVID ces jours-là et la victime 89 833 depuis le début de la pandémie au Brésil. Enseignante de portugais au primaire et au secondaire, j'avais environ 300 élèves. Si j'affirme pourtant que ma mort a été causée moins pour cette maladie que par le système d'éducation, vous ne me croirez pas, quoi que ce soit la vérité pure.
Je vais l'exposer en connaissance des causes. Mais pour ne pas rendre cette introduction trop fatigante, passons d'abord aux péripéties d'une rentrée scolaire. D'Élie Giroux, je lis un extrait de ce texte, L'intelligence de la crise de l'intelligence. L'univers électrifié et nihiliste qui est devenu l'ordinaire de la crise semble avoir atteint un nouveau seuil à l'occasion de la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis le printemps 2020. Les peuples électriques se retrouvent enfermés dans leur logis, reliés au reste du monde par le cordon ombilical de la fibre optique, en télétravail ou au chômage, seuls ou encombrés de leurs marmailles adoratrices d'écran et abandonnés à ceux-ci. Les vieux, les malades, les maganés, les abandonnés sont confinés dans des maisons de soins, des prisons, des centres jeunesse et des urgences peuplées de gens en psychose, et en marge, les gens meurent seuls, on les incinère sans cérémonie. Le marché immobilier explose, visites masquées et surenchères hypothécaires pour un petit carré de verdure, tandis que le marché de l'emploi se ratatine par le bas et que les travailleuses de la santé, réquisitionnées, se démènent aux côtés des militaires. Les petits commerçants rendent les armes pendant que les grosses chaînes caracolent sur des sommets boursiers. L'économie, souple gymnaste, fait le grand écart entre les riches et les pauvres, et partout devant les commerces, on attend en ligne, comme dans la propagande antisoviétique de mon enfance. 3 décennies de désinvestissement dans les services sociaux nous bottent le cul, alors que les subsides gouvernementaux, mystérieusement inexistants il y a encore quelques mois, s'acheminent en masse pour éviter que le capitalisme ne se casse en deux. On a le sentiment que ça chie, et pour preuve, les gens se ruent sur les stocks de papier de toilette et les lingettes désinfectantes envasent les systèmes d'évacuation des eaux usées, ce qui a provoqué des reflux dans les maisons à Sainte-Julie, à Sherbrooke et à Repentigny. Qu'à cela ne tienne, on va appeler ça le nouveau normal, et on se réinvente, et on est résiliente. Mais quelque chose craque, l'illusion s'effrite. La temporalité progressiste qui menait directement au paradis de la consommation de masse écervelée, où la science et la technologie allaient tout arranger pendant que nous étions occupés à publier des selfies à Barcelone et à rire en regardant les derniers épisodes de Donald à la Maison Blanche se désagrège. Comme si la Terre avait fait irruption dans la forêt des écrans et ravissait brutalement au normal moyen le luxe qu'il s'était payé depuis 70 ans de se câlisser des effets de cette manière de vivre, ne voyant pas la laideur absolue des paysages industriels qui bordent les villes, se rassurant en se disant que le gaz n'a pas d'odeur, achetant des jeux vidéo aux enfants, payant à crédit avec des cartes à puce. J'aime croire que ma grand-mère, qui encore récemment passait 10 heures par jour devant un écran géant où défilaient les nouvelles en continu sur LCN, a volontairement perdu la boule quelque part en 2018. Elle est partie prendre l'air. Incidemment, quand je lui demande où elle est, elle répond souvent « En Floride, je pense ». I think that and 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 because they're so obviously and because they're and because they're third wave girl. Mm-hmm. Third wave girl. Mm-hmm. Montréal, automne 2017. Je marche vers ce lieu de travail que toi et moi avons en commun. Sur ma route, les panneaux des élections municipales qui présentent Valérie Plante sont systématiquement vandalisés. Un homme a dessiné au marqueur noir des pénis éjaculants sur le visage souriant de l'aspirante mairesse.
Plus loin, sur d'autres pancartes, la silhouette de la candidate à la mairie a carrément été découpée à l'exacto, laissant un trou, un vide suivant les contours exacts de son corps. Par ces trous, par ces fantômes de Valérie Plante, on voit les voitures passer dans la rue Ontario et les hommes prendre toute la place sur le trottoir, parler fort entre eux, interpeller les jeunes passantes. J'entre dans cet établissement d'enseignement où nous travaillons, toi et moi. Pour me rendre à mon bureau, je dois passer devant le tien. Chaque fois, je l'imagine tapissé d'autocollants te dénonçant comme cela s'est produit ailleurs. Tu y as échappé, ça ne nous est pas arrivé, ici, et pourtant tu l'aurais mérité. Que tu couches avec des étudiantes du cégep, c'est toi-même qui me l'as dit, sans gêne, ne cherchant pas à te justifier. Fièrement, on pourrait croire. Ce secret était un poison dont j'ai mis longtemps à comprendre l'effet. À peine né que vous étiez déjà affublé de nombreux surnoms, les jumeaux, les Didi, les bébés, mais aussi de tous les autres sobriquets et mots tendres, vous distinguant l'un de l'autre, vous rattachant à nous, vos parents. Toi mon loup, toi mon cœur, toi ma petite douceur, toi mon petit maudit. Quand j'ai rencontré votre mère, je l'ai aussi décliné en multiples petits noms d'amour, sans savoir lequel resterait, lequel collerait. Il m'arrive encore d'en retrouver un au détour d'une lettre que je lui ai écrite à l'époque de nos baisers volés, en vitesse sur le bord d'un trottoir, et de nos premières balades sous la neige, les mitaines entrelacées, toutes deux électrisées d'avoir osé murmurer que l'on s'aime. Ce petit nom d'amour, je le lis et je le trouve beau, mais il ne m'appartient plus. Il est d'un autre temps. Les années ont sédimenté certaines tendresses, d'autres se sont dissoutes. Ce n'est pas triste, au contraire. J'ai hâte de savoir quels surnoms resteront, lesquels vous appartiendront. Cela signifiera que nous avons eu assez de temps ensemble pour que se dessinent entre nous des habitudes. Dernièrement est apparu un surnom qui ne sert pas à vous cajoler, bébé de la pandémie. Voilà comment nous vous appelons quand un ou une passante s'émeut d'apprendre que vous êtes né peu avant la crise. Nous avons rapidement eu besoin de mots pour nommer votre réclusion, qu'à peine âgé de 6 mois, vous demandiez déjà de vous laver les mains lorsque nous rentrions à la maison. Nous vous appelons ainsi lorsque nous voulons apprivoiser l'effrayante certitude qui gronde en nous. Si les choses s'étaient déroulées autrement et que vous étiez encore qu'un projet au moment où ces événements se sont déclenchés, nous aurions sans doute décidé de ne pas vous avoir. Si ce n'est de l'été qui nous a libérés un peu des mesures restrictives sous lesquelles nous vivions, vous auriez passé plus de la moitié de votre courte vie en confinement. C'est une année complète à être collés, fusionnés. Nous formons bien plus qu'une cellule familiale. Nous sommes une cellule de crise. Pourtant, votre arrivée dans le monde n'a rien eu d'une crise. Malgré tout ce que les statistiques nous promettaient, malgré les nombreux suivis médicaux imposés au corps de votre mère pour limiter les risques associés à votre simple existence, malgré les témoignages des autres parents pour qui ces risques étaient devenus réalité, malgré les embûches qu'on nous promettait à partir du moment où, sur l'écran de la machine d'échographie, nous avons vu 2 petites bulles flotter là, quelque part, sous le nombril de votre mère, malgré tout ça, vous êtes arrivé dans le monde exactement comme nous vous avions rêvé. Toi A, et puis toi et. Les crises sont toujours venues d'ailleurs. Depuis que votre mère et moi, nous aimons à la face du monde, elles sont venues de l'extérieur. Elles prennent la forme de toutes ces petites morts qui s'accumulent en moi quand des gens, rarement mal intentionnés, me mettent à distance de vous. Ça a commencé dès notre premier rendez-vous médical pour savoir si le corps de votre mère était prêt à vous accueillir. Sur l'écran médical de la salle d'examen, sous patiente, il y avait son nom. En dessous du sien, une autre entrée. Homme, puis mon nom. J'ai pensé au formulaire que je venais de remplir, dans lequel j'avais dû inscrire non applicable à de nombreux endroits, entre autres où on nous questionnait sur la fréquence de nos rapports sexuels. Notre couple était une impossibilité bureaucratique. En allant vous faire vacciner, il m'a fallu biffer un énième nom du père sur un formulaire pour inscrire autres parents. Malgré cela, l'infirmière qui crée vos dossiers nous a regardés, incertaines. 2 femmes, 2 enfants. Qui est la mère?
J'ai marmonné le nom de votre mère sans rien ajouter parce que je savais que c'est la réponse qu'elle cherchait. Une amie m'a confié, surprise, qu'elle s'étonnait que je ne revendique pas plus furieusement mon statut de mère. À ma place, m'a-t-elle dit, elle surjouerait sa maternité pour leur clouer le bec. Ben justement, elle n'est pas à ma place. Elle n'a pas eu à rentrer de l'hôpital, 2 poupons emmitouflés sous des couvertures de flanelle, épuisée, mais heureuse. Elle n'a pas eu à faire tout cela en souriant à la voisine sortie sur le balcon pour les accueillir, ni à continuer de sourire alors que la voisine lui demandait « C'est qui la vraie mère? Que je la félicite. » Je suis votre mère, mais pour le monde entier, je ne serai jamais tout à fait cette mère-là. Saludos a todos. Muchas gracias por su tiempo, generosidad y creatividad. Los lanzamientos en línea son siempre un poco extraños, pero también hermosos. Permiten expresar la explosión de las crisis actuales en lo más poético. Por eso, te damos las gracias. En breve, ... En nombre de Stephanie y Nicholas, así como de todo el equipo de Moebius. Les deseamos una excelente velada. XX. Salut à tous. Merci beaucoup pour votre temps, votre générosité et votre créativité. Les emplacements en ligne sont toujours un peu bizarres, mais aussi beaux. Permettent d'exprimer l'explosion des crises actuelles dans les plus poétiques. Pour cela, nous vous remercions. Bientôt. ... Au nom de Stéphanie et Nicolas, ainsi que de toute l'équipe Moebius. Nous vous souhaitons une excellente soirée. XX. Merci à toutes. Merci d'avoir assisté à ce lancement avec nous. Merci pour votre écoute et pour vos commentaires. Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter notre site web et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des activités de la revue.
Il vous reste maintenant 12 jours pour répondre à l'appel de texte pour le numéro 171 de la revue Moebius, portant sur la citation thème « Il faut être plus fort que soi », tiré de « Écrire » de Marguerite Duras. Le numéro est dirigé par Martine Fidèle et Olivia Tapiero. À bientôt!